savoir si nous allons rester ou pas dans l'Europe telle qu'elle fonctionne actuellement. Euh, et nous dirions très clairement, de toute façon, à la fin du processus, qui prendra le temps qui sera nécessaire, à la fin du processus, la France n'appliquera plus ces traités. Fondamentalement, c'est ça le sens du plan B, comme tu dis, du rapport de force politique que nous voulons instituer. Ayant clairement exprimé notre diagnostic et notre intention, qui est une intention pro-européenne, qui est non seulement de sauver l'Union, mais surtout de la remettre dans une belle et magnifique perspective de paix, de coopération entre les peuples, pour que nous soyons plus forts ensemble, pour faire face à tous les grands défis qui sont devant nous. Donc nous dirons très clairement, de toute façon, à la fin du processus, la France ne sera plus dans ces traités-là. Ce qui ne veut pas dire forcément, d'ailleurs, qu'elle sera hors de l'Union européenne, puisque personne ne peut nous mettre dehors, personne ne peut être exclu de l'Union européenne. Un pays peut seulement demander à en sortir en appliquant la procédure de l'article 50, comme l'ont fait par exemple les Britanniques. Et donc on peut rester autant qu'on veut, autant qu'on le juge nécessaire, mais simplement en n'appliquant plus les dispositions des traités qui nous paraissent totalement inacceptables. Voilà. Et pour crédibiliser tout à fait cette démarche, nous commencerions dès notre arrivée au pouvoir, pour des raisons évidentes. C'est-à-dire que la régulation financière ou la régulation des mouvements de capitaux n'est pas de compétence nationale, mais si la France, et en particulier avec le programme que nous avons, si un programme de gauche radicale veut pouvoir s'appliquer, veut pouvoir lutter efficacement contre des mouvements spéculatifs, contre l'évasion fiscale, etc., on ne va pas attendre que des accords et que des nouveaux traités aient pu être signés. Donc nous prendrons de manière unilatérale et en violation des traités toutes les mesures de régulation financière qui s'avèrent nécessaires pour nous permettre d'appliquer notre programme. De la même manière, nous n'appliquerons plus aucune des contraintes et des normes budgétaires imbéciles qui sont dans le six-pack, le two-pack, le pack-pack, il y a 10 000 packs, on n'arrête pas de faire des packs. Le TSCG, qui d'ailleurs n'est pas, à proprement parler, un traité européen, mais un traité que nous dénoncerions. Donc, qui sont des règles de rigueur budgétaire, en gros. Voilà, qui sont ce que fait partie cible de cet ordolibéralisme, c'est-à-dire cette idée qu'on peut inscrire dans des textes définitifs qui bloquent tout le monde des règles éternelles de conduite d'une politique économique. C'est une absurdité totale. Bon. Donc nous n'appliquerons plus aucune de ces normes et de ces règles, parce que nous avons l'intention effectivement de relancer l'activité par un grand plan d'investissement écologique, sociaux, etc. Et qu'en effet, ça va nous faire sortir momentanément, en tout cas, c'est très clair, de la trajectoire de convergence. On ne pourra pas respecter les obligations de la France en matière budgétaire, même si, c'est ça le paradoxe, parce que notre politique est intelligente, c'est la seule politique qui a des chances, et qui d'ailleurs le fait, on l'a vérifié en faisant tourner les modèles macroéconomiques, qui a des chances de finalement permettre une gestion plus rigoureuse des finances publiques, c'est-à-dire d'aller en effet vers un abaissement, un allègement du taux d'endettement public de la France. Enfin, quand disons il faut investir massivement, par exemple 100 milliards pour relancer l'activité, si on l'avait fait en 2009 ou 2008 au moment du déclenchement de la grande récession, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres pays dans le monde, on aurait évité le retard d'activité que nous avons accumulé, ce que Thomas d'ailleurs a très bien montré dans un certain nombre de textes et de documents extrêmement pédagogiques en comparant la trajectoire des États-Unis par exemple avec celle de la zone euro. C'est une évidence. Et donc quand vous regardez l'explosion de la dette après la récession, et j'enlève même l'effet de la récession de 2009, on peut se dire qu'elle était de toute façon inévitable à ce stade-là, et que c'était trop tard. Mais même si on enlève l'explosion de la dette publique qui se produit au moment de la récession de 2009, on regarde juste ce qui s'est passé après. Si on avait investi 100 milliards à ce moment-là pour éviter qu'on retombe ensuite dans la récession ou dans la stagnation, eh bien, dans le cas de la France, on aurait évité 500 milliards à 600 milliards de dette publique supplémentaire, qui ne vient pas de ce que tout d'un coup l'État s'est mis à dépenser pour investir ou pour faire jouer, il vient justement d'un effondrement des recettes fiscales provoqué par des politiques imbéciles. Et donc nous avons la crédibilité parce que nous montrons d'entrée de jeu notre détermination, à savoir que de toute façon la France mettra en œuvre le programme qui est issu du suffrage universel. Mais cela dit, tout ce que nous faisons de manière unilatérale, en matière de règles budgétaires, en matière de normes financières exceptionnelles que nous instituons, etc., reste, et c'est ce que nous dirons à nos partenaires, nous ne demandons pas mieux
que tout ceci puisse être rediscuté dans le cadre commun pour que nous reconvenions ensemble de normes budgétaires intelligentes, de régulation financière pertinente, etc. Mais simplement, nous, dans l'urgence, nous le faisons parce qu'il n'est pas question que nous ayons à choisir entre des règles européennes et l'application de notre programme, et deux, nous vous prévenons que si nous n'arrivons pas à avancer dans la coopération, eh bien de toute façon, la France continuera à faire de cette manière-là. Et qu'à la limite, la nature unilatérale de ces actions n'ira qu'en s'amplifiant si on ne peut pas, si on se devait se heurter, mais je n'y crois pas une seconde, à un mur qui vous dirait non, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à négocier, tirez-vous si vous voulez, on n'a pas besoin de vous. Ça n'a pas de sens. Voilà. La France n'est pas Chypre. On ne peut pas, il n'y a pas une seconde, des Allemands, des Italiens, des Espagnols pensent qu'après tout, si la France voulait partir, ce serait bien parce que c'est des enquiquineurs, ces Français qui veulent toujours plus. Non, ça n'a pas de sens parce que s'il n'y a plus de France dans la zone euro, il n'y a plus de zone euro. C'est clair. Et on est dans cette situation-là et qu'il n'y a plus de France dans l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Donc nous mesurons bien que c'est ça l'enjeu. C'est pour ça que nous ne sommes pas là des fous qui sommes en train de dire notre but c'est de sortir de l'Union européenne. Parce que ce qui est en jeu à travers cette question, c'est pas de savoir si la France va y être dedans ou pas. Ce qui est en jeu, c'est de savoir s'il va rester une Union européenne ou pas. C'est ça qui est en jeu. Mais si le prix à payer pour qu'il y ait une Union européenne, c'est que les pays continuent à fermer leur bouche, pour rester polis, à ne rien dire et à tolérer justement la pente où nous prenons, alors ce sera dit, et ce sera dit en ces termes extrêmement clairement. À la fin, la France préférera être dehors, parce qu'il vaut mieux être dehors en l'ayant décidé et avec nos partenaires européens, ceux qui restent, qui ont compris en effet qu'il faut faire autre chose. Si vous nous laissez comme seule solution que celle-là, eh bien on prendra celle-là, parce que de toute façon, l'alternative c'est quoi? C'est pas la survie de l'Union européenne. C'est sa mort. Si on devait vraiment être dans cette situation, vous avez une majorité de pays qui ne veulent pas discuter avec la France de cette manière coopérative, ça voudrait dire en réalité que l'Union est